Modéré par Nathanaël Coty avec Dieudonné Daon comme rapporteur, le troisième et dernier panel du colloque a réuni des experts et acteurs avertis qui ont échangé leur lecture sur l'état des lieux de la gouvernance économique et sociale avant et après la conférence nationale. Le professeur Albert Lancou, agrégé d'économie, a replongé les participants dans l'histoire économique du Bénin dans les années 80. Dans les années 80, vous voyez, quand le GMR, en tout cas quand il y avait coup d'État en 72, on avait eu la chance, il y avait le boom pétrolier du Nigeria, de telle sorte que l'État a créé beaucoup d'entreprises. Et comme ils ont créé des entreprises, les entreprises marchaient bien, on recrutait comme on voulait, jusqu'à ce que la mauvaise gouvernance a amené la crise dans les années 80. Et c'est pourquoi on a ce qu'on a eu, on a appelé conférence des cadres. Malgré cela, comme la situation n'était pas pire, comme on peut le dire, le gouvernement d'alors pensait que ceux qui créaient des problèmes, ce sont les valets locaux de l'impérialisme, etc. Et ils ont commencé par pourchasser les cadres. Et ça a fait que vers la fin des années 80, c'est-à-dire en 1990, on a eu de gros problèmes. On a même eu une croissance de moins de 2,8%. C'est-à-dire, donc le Bénin s'est appauvri. Donc on a eu une récession économique. Et pendant ce temps-là, c'était extrêmement grave. Comme c'était un gouvernement socialiste, il refusait la coopération avec le Fonds monétaire international, etc. On avait les deux déficits, ce qu'on appelle déficit jumeaux, à savoir que nos recettes fiscales n'arrivaient pas à financer nos dépenses et la balance commerciale était structurellement déficit, ou la balance courante. Donc, je peux vous dire déjà que de 1990 à 2015, on n'a pas vraiment une politique économique autonome. Ainsi, de 1991 jusqu'en 2015, le Bénin ne disposait pas d'une politique économique autonome, poursuit l'agrégé d'économie. Quand le gouvernement Soglo était là, ce sont les programmes d'ajustement structurel qu'on a essayé d'appliquer. Et c'est pourquoi, on comprend pourquoi pendant la conférence nationale, il n'y avait pas on ne s'était pas appesanti sur l'économie en tant que telle. Comme on a fait la démocratie, tout le monde voulait nous aider, on a eu le programme d'ajustement structurel et les choses allaient normalement. Et la croissance a repris. Et sous le président Kérékou II, si vous voulez, là aussi on n'a pas vraiment une autonomie de politique économique, puisque ce qu'on avait en ce temps-là, c'était les DSRP, documents de stratégie de réduction de la pauvreté. Yahi Boni aussi, c'est exactement la même chose. Il a géré les documents de stratégie de réduction de la pauvreté, mais après on a ajouté croissance pour dire non, on ne peut pas avoir ça. On a des documents de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. On n'a vraiment pas une autonomie de politique. C'est en 2016 que vraiment on a une autonomie de politique. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, le Bénin s'est doté d'une politique économique autonome toujours dans le libéralisme. Et l'instrument puissant créé qui a rendu tout ceci possible reste le Bureau d'analyse et d'investigation, un organisme qui a coordonné les politiques de tous les ministères et a permis de mettre en place les 2 programmes d'action bien structurés. De là ont découlé les réformes faisant de l'économie béninoise une économie résiliente dans une gouvernance saluée par les standards internationaux. Je peux vous dire que depuis 1998, j'ai été associé de près ou de loin à l'élaboration des différents plans d'ajustement, plans de développement, DRCRP, à travers les différents postes que j'ai occupés. Et ce qui fait la différence entre ce que j'ai vécu avant 2016 et après 2016, c'est le leadership du chef. C'est la première fois de ma carrière que j'ai vu un chef impliqué par lui-même dans l'élaboration du programme. Le chef de l'État conduisait lui-même l'élaboration de son programme de développement. Ensuite, il est présent dans l'exécution. Il est présent dans le suivi. Je vais prendre l'exemple de la décentralisation. Quand on a fait la décentralisation, on a décidé de transférer les compétences. C'est quoi la première compétence qu'on a pu transférer, selon vous? La corruption. Si on n'a pas
éradiquer complètement le mal, parce que c'est un mal rampant, lentement, on a du mieux. Je n'entends plus ça sur le terrain. Aujourd'hui, le Bénin est le premier des pays francophones africains en matière de transparence, de transparence budgétaire. Ça veut dire que notre argent, ce que nous collectons, nous l'utilisons bien. Aujourd'hui, grâce à cette bonne gouvernance, ou pour soutenir cette bonne gouvernance, nous avons ce qu'on appelle la peur du gendarme au Bénin aujourd'hui. La digitalisation de l'administration, le programme des cantines scolaires sont quelques exemples de politiques et d'actes de gouvernance sur lesquels sont revenus les panélistes. Il y a une unanimité autour de la question des cantines scolaires. C'est vraiment une politique qui a le vent en poupe. Même si quelquefois les gens ne doivent pas être d'accord sur certaines choses, mais cette thématique particulièrement, tout le monde félicite le gouvernement de la rupture. Parce qu'avec cette politique aujourd'hui, les enfants sont à l'école et ils sont maintenus à l'école. Ce n'est pas des enfants qui traînent dans la rue après que les parents leur aient dit aller à l'école, qui traînent un peu dans le quartier. Et ce qui a contribué aussi à cela, pour donner une forte scolarisation aujourd'hui, c'est la numérisation des actes de naissance. Parce que faute d'actes de naissance, à l'époque, beaucoup d'enfants n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, c'est des questions qui sont réglées. Je peux aussi vous dire que moi-même, après ma mission dans le Nord, il fallait que je demande d'être payé. Mais maintenant, la pratique, c'est qu'il faut des factures normalisées. Je n'ai pas eu besoin d'aller dans l'administration. Depuis chez moi, dans ma chambre, avec mon téléphone, j'ai établi la facture. Malgré ces points positifs, des défis restent à relever pour renforcer la gouvernance économique et sociale du Bénin. Lionel Zissou, il disait au Bénin, ce qui se passe, c'est que la gouvernance est rapide. C'est étonnant pour l'Afrique. Ouais. Quand on lit quelque chose comme ça, on est content. Mais c'est là où se trouve un peu ce que moi j'appelle, on peut apprendre des leçons. Parce que le gouvernement Talon, pour agir vite, pour que les choses se réalisent rapidement, non seulement il a créé des agences, mais il a recours à la main-d'œuvre étrangère. Or, le fait d'avoir recours à la main-d'œuvre étrangère, ça veut dire que les locaux qui sont moins qualifiés ne travaillent pas. Et quand ils ne travaillent pas, ils vont dire que l'argent ne circule pas. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel et qu'il faut connaître et qu'il faut prendre en charge. La deuxième chose, c'est que quand vous avez recours à la main-d'œuvre étrangère, vous avez besoin de vous endetter. Et c'est pourquoi c'est à ce niveau qu'il y a peut-être un certain nombre de choses sur lesquelles nous devons agir. Par exemple, le partenariat public-privé. Système partisan, état de droit et justice et gouvernance économique de 90 à nos jours, 3 thématiques qui ont permis aux militants d'apprécier le parcours du Bénin. D'aucuns sont sortis de ces échanges convaincus que le Bénin a indéniablement amorcé depuis 2016 la voie du progrès et ce, dans la droite ligne du respect des résolutions prises lors de la conférence de février 1990.